sortie de Soir d'Info. Merci beaucoup, cher Tidjane Diao. Nous recevons professeur Ngounda Mboup. Il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dakar. Bonsoir, professeur Mboup. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, madame. C'est un plaisir toujours d'être avec vous, de venir ici à la maison. Le président Macky Sall a dissous le gouvernement. Il est le seul maître à bord. 48 heures après, toujours rien. Que se passe-t-il? Pourquoi ça prend autant de temps, la formation d'un gouvernement? Alors, il faut dire que beaucoup de Sénégalais ont un souci constitutionnel aujourd'hui. Parce qu'en réalité, le gouvernement est une institution dans la constitution sénégalaise, à travers l'article 6. Ce qui suppose tout simplement qu'en réalité, nous sommes dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et là, ça démontre en réalité que l'entièreté, l'exclusivité même du pouvoir exécutif est aujourd'hui entre les mains du président de la République, surtout avec la suppression du poste du Premier ministre. Oui. D'autant plus que dans la rédaction de la Constitution du Sénégal, il n'est pas défini, n'est-ce pas, une durée au cours de laquelle la formation du gouvernement est impérative. Ce qui veut dire tout simplement qu'en réalité, donc, c'est un pouvoir discrétionnaire anormal, mais qui est là. Il a le temps de réfléchir à tout cela, mais quand on l'a entendu, en tout cas, ce qui est sorti du Conseil des ministres, c'est qu'il avait annoncé de profonds changements, en tout cas des changements en profondeur, et que ça allait se faire mercredi ou jeudi. On a envie de se dire, est-ce qu'il n'y a pas eu le temps de bien penser à ce qu'il veut faire avant d'annoncer la décision? Moi, je pense qu'il avait largement le temps de le faire, d'autant plus que le président de la République, depuis longtemps, on parle, n'est-ce pas, de ce remaniement. Mais au-delà de ça, cela démontre quelque chose que je viens de dire, c'est qu'en fait, dans notre Constitution, il est temps, quand même, n'est-ce pas, d'encadrer les prérogatives du président de la République, surtout les articles 42 à 52. Et cela montre que si le président de la République attendait jusqu'à 1 mois sans nommer le gouvernement ou 2 mois, il n'y aurait absolument rien du tout. Le Parlement ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Oui. Je rappelle que les ministres, même dans un régime présidentiel, comme le nôtre d'ailleurs aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus dans le cadre d'un régime présidentialiste, même comme on le disait, ou bien parlementaire, quelles que soient les tournures, aujourd'hui nous sommes dans un régime présidentiel. Un exécutif, n'est-ce pas, monocéphale. Le président de la République prend tout son temps, alors que quand même le pays doit tourner, ça doit bouger, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'enjeux, il y a, n'est-ce pas, des citoyens qui attendent, il y a les affaires qui attendent, l'État doit tourner. Et pourtant, nous sommes dans l'expectative. Et cela signifie tout simplement qu'en réalité, cette rigueur, nous ne pouvons l'avoir que lorsque lorsque la Constitution est modifiée pour permettre à ce que le président de la République soit inséré dans des délais précis. On a vu également qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un changement, qu'un changement s'impose. Doit-on se dire quelque part qu'il y a un échec du fast-track? Parce que c'était un slogan qu'il avait lancé pour insuffler la rapidité et l'efficacité dans la diligence des affaires publiques. En réalité, les constitutionnalistes ont l'habitude de dire qu'un quinquennat ne fait pas 5 ans, mais un septennat ne fait pas 7 ans. Le président de la République, s'il ne fait pas attention, n'est-ce pas, il risque tout simplement, en réalité, d'avoir ce même discours. Et bientôt, nous serons en pré-campagne pour 2024. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, donc, la science de gouvernement, elle est précise, c'est du sérieux. Quand le président de la République n'est pas d'accord sur le fonctionnement du pouvoir exécutif et notamment du gouvernement, c'est lui qui est, n'est-ce pas, le premier responsable, d'autant plus que nous l'avions averti au moment où il supprimait le poste de Premier ministre. Aujourd'hui, c'est un homme qui décide seul, qui se trompe seul, et là, du coup... Il faut faire revenir le poste de Premier ministre. Mais c'est impératif. Tous ses prédécesseurs qu'il avait supprimés, ils l'ont fait revenir. Il faut réintroduire le poste de Premier ministre. Et en l'espèce, ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que pour le faire, il faut passer par une révision de la Constitution. Plus de 22 ou 23 articles devront être touchés. Cela signifie tout simplement qu'en réalité, on fait des réformes dans la précipitation, mais lorsqu'il s'agit maintenant donc de former un gouvernement, donc on tâtonne et on est donc dans l'immobilisme total, alors que donc la démocratie et l'état de droit supposent tout simplement cette rapidité. D'ailleurs, même lui, il en parlait, on parle de fast track, mais aujourd'hui, donc c'est un slow track. Ça veut dire que le président de la République, n'est-ce pas, est en train de se chercher. Et s'il se cherche à ce niveau, on risque de dire qu'il est à bout de souffle. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il reprend les mêmes et donc qui étaient là, soit ils seront balancés comme directeurs, etc. Je rappelle que tous les ministres qui étaient investis députés et qui avaient été élus, ils peuvent retrouver leur siège à l'Assemblée nationale. Si toutefois ils ne sont plus du gouvernement. Bien sûr, bien sûr.
Alors, moi j'ai deux questions. La première est relative, disons, à ce vide institutionnel que vous venez d'évoquer. Quelles peuvent en être, disons, les conséquences par rapport aux choses courantes que l'on doit éventuellement évacuer? Il y a aussi, le président l'a dit, dans même, comment s'appelle, le décret, il a clairement notifié que les choses courantes aussi peuvent être gérées par ces ministres qui occupent présentement, disons, ce poste en attendant peut-être d'avoir un nouveau gouvernement. D'abord, le problème sur le vide institutionnel, quelles peuvent en être les conséquences? Il n'y a pas de vide institutionnel parce qu'en réalité, l'expédition des affaires courantes, n'est-ce pas, est un principe fondamental, est un principe général du droit. C'est-à-dire que le gouvernement sortant doit rester en place pour expédier les affaires courantes jusqu'à la passation de service. Donc, c'est le cours normal des choses. Mais par contre, les ministres aujourd'hui n'ont plus de pouvoir décisionnel. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas prendre des actes graves. Ils ne peuvent pas prendre un certain nombre de décisions. Et là, du coup, c'est le président de la République qui devrait faire vite pour pouvoir nommer, n'est-ce pas, un nouveau gouvernement. D'ailleurs, on a parlé de dissolution, il ne peut pas dissoudre. La dissolution n'existe plus dans la Constitution du Sénégal. Il a mis fin aux fonctions des ministres et des secrétaires d'État. C'est important parce que le gouvernement aujourd'hui est composé des ministres et des secrétaires d'État. Donc il n'y a pas de vide institutionnel. Mais par contre, le gouvernement qui était là doit rester en place pour expédier les affaires courantes. Mais ils ne pourront pas prendre des actes graves ou majeurs, voire importants. À côté, il y a également la suppression du poste de présidente du Conseil économique, social et environnemental, où c'est la même chose. On va dire qu'il a tout simplement remercié la présidente et qu'il n'a pas, disons, dissous cette organisation ou cette institution. Non, l'institution n'a pas été dissoute. D'autant plus que pour supprimer le Conseil économique, social et environnemental, il faut passer par une révision de la Constitution. Il faut une loi constitutionnelle. Qui en l'état n'est pas... Non, c'est impossible. Ça veut dire qu'en réalité, le président de la République a mis fin aux fonctions du président, de la présidente du CES. Et d'ailleurs, c'est la loi qui le lui permet, la loi organique. Donc, il le nomme et met fin à ses fonctions. Maintenant, là-bas aussi, il y a donc l'urgence parce que c'est un pouvoir public constitutionnel, parce que existant dans l'article 6 de la Constitution, qui doit fonctionner en vertu d'un principe, n'est-ce pas, constitutionnel, parce que c'est des services publics constitutionnels. Et ces services publics, je le rappelle, ne doivent même pas s'arrêter. C'est des services publics qui doivent continuer sans arrêt, sans à-coups, sans heure. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, cet immobilisme-là porte atteinte à ces grands principes du service public, notamment la continuité. Vous avez dit également autre chose qui m'interpelle, le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait un trop-plein de pouvoir sur le chef de l'État, alors que quelque part, on n'a pas, disons, une modification constitutionnelle ou en tout cas une révision constitutionnelle en vue. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui revoir la façon dont le chef de l'État manage ou dirige le pays en changeant les textes, même si ce n'est pas, disons, à l'horizon, mais qu'on puisse prévoir cela pour les personnes qui vont pouvoir venir, ou en tout cas pour les mandats à venir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on n'en arrive pas à ce genre de cas de figure, se mettre là à attendre qu'il y ait une décision alors que plusieurs jours passent sans qu'on puisse savoir à quoi se fier? Alors, il m'est arrivé de produire un papier, cela fait 1 an, je l'avais intitulé « La gestion des ressources humaines au sommet de l'État », où j'ai interpellé le chef de l'État lui-même en disant clairement qu'en réalité, il doit être un bon DRH. Parce qu'en réalité, les remaniements de gouvernement sont devenus parfois des sujets de moquerie. Alors que donc c'est des situations sérieuses. Ça veut dire tout simplement que si le président de la République décide de se séparer de l'ensemble des membres de son gouvernement, cela veut dire tout simplement qu'il y a échec. Ça veut dire que on recommence avec de nouvelles personnes ou bien avec de nouveaux objectifs. Bon, peut-être aussi il y a ce souci aussi peut-être de reconduire certains. Je ne pense pas que ce soit tout le monde qui va être mis à la porte. Oui, mais certainement il y aura même de nouvelles têtes et d'autres commencent à un petit peu avancer, qu'on s'achemine vers un gouvernement d'union nationale. Mais écoutez, depuis la suppression du poste de Premier ministre, la responsabilité des ministres était individuelle. La responsabilité collégiale n'existait plus. Et pourtant, aujourd'hui, on sent que c'est une responsabilité collégiale qui a été donc, voilà, actée. Et cela signifie tout simplement que le président de la République, peut-être que dans mon entendement et dans mon analyse, il n'a pas satisfaction. Donc, il n'a pas eu cette satisfaction-là qu'il attendait de ses ministres ou bien de la plupart de ses ministres. Mais au-delà de ça, je dois dire qu'en réalité, ce management-là dont vous parliez, c'est important parce que c'est lui, en réalité, qui décide. Mais c'est lui aussi d'ailleurs qui doit rendre compte au peuple. Oui. Et d'autant plus qu'il ne pourra pas lui participer à l'élection présidentielle de 2024. Là aussi, donc, à qui il va rendre compte. Peut-être que d'ailleurs, voilà, s'il y a un candidat dans son camp, peut-être que voilà, il pourra donc prendre donc à bras le corps ce bilan. Mais en tout cas... Même si cette question n'a pas encore été tranchée.
Moi, je pense que dans la science du droit constitutionnel, c'est très bien tranché. Pour moi, c'est très clair, net, précis. À mon avis, il n'y a pas d'interprétation ni de tergiversation. Mais au-delà de ça, je continue. Le président de la République, il doit choisir parmi les meilleurs. Il doit choisir les meilleurs profils. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une nouvelle notion que l'on oublie. Et je pense que c'est la responsabilité. Parce que le principe de la responsabilité, c'est déplacer. Figurez-vous qu'en réalité, les ministres ne sont plus responsables devant le Parlement depuis la suppression du poste de Premier ministre. Oui. Ça veut dire que tout ce qui a été fait, c'est le président qui endosse l'entière responsabilité. Et le président, politiquement, il est irresponsable. Alors, est-il facile pour Macky Sall de former un nouveau gouvernement, sachant qu'on s'achemine sans nul doute vers, disons, une année plutôt électorale? Il y a d'abord, disons, l'élection locale, les élections locales plutôt, qui doivent se tenir. La date n'a pas été encore précise, mais aussi il y a en ligne de mire ce troisième mandat dont on parle. Sera-t-il candidat, ne le sera-t-il pas? Est-ce que lui, en montant, disons, ce nouveau gouvernement, il tiendra compte, disons, de ces deux aspects, c'est-à-dire qu'on s'achemine vers des perspectives électorales, par exemple? Mais forcément, moi je pense que d'ailleurs, le président de la République est toujours dans ce schéma-là. Je pense que c'est un homme politique. Mais au-delà de ça, je pense que le président de la République est dans une coalition. Et que donc, il aimerait quand même donc, que sa coalition donc, ne puisse pas donc, se fissurer, qu'il puisse donc aller jusqu'à terme de son mandat. Donc voilà. Mais au-delà de ça, le président de la République aujourd'hui est tenu par ce que j'appelle en réalité donc, les exigences, n'est-ce pas, de son camp, mais aussi de son parti et de sa coalition. Figurez-vous que le président de la République, c'est lui-même qui l'a annoncé en disant qu'il va, n'est-ce pas, mettre sur pied un gouvernement d'ouverture. Et en le disant, forcément, donc certains pourraient se braquer. On a vu aujourd'hui, ces derniers temps, le Parti socialiste être un peu en ébullition à travers, n'est-ce pas, donc voilà, vous avez vu. Mais au-delà de ça, on a vu aussi que donc, certaines personnes qui étaient un peu dures avec le président de la République commençaient donc à lâcher du lest pour donc ouvrir donc voilà, donc tout ça démontre à suffisance que nous sommes donc dans des négociations, dans des tractations souterraines que les gens ne peuvent pas voir, mais qui percent les yeux. Mais au-delà de ça, il faut dire que le président de la République, pour moi, il a quand même donc des promesses à réaliser. Figurez-vous qu'il avait dit qu'il y aurait donc 1 million d'emplois qui seraient créés. Et jusqu'à présent, je pense que les gens sont en train d'attendre avec les phénomènes que nous voyons, tout ça. Mais aussi, il faut remarquer que quand même, le président de la République est en train quand même donc de se rattraper sur certaines questions. Parce que n'oubliez pas que l'opposition, ou bien les personnes en tout cas qui s'étaient farouchement opposées à sa politique, se sont tout le temps battus, même s'ils ont été, n'est-ce pas, en réalité défaits au niveau de l'hémicycle. Ils ont essayé même d'aller jusqu'au Conseil constitutionnel, jusqu'à boycotter l'institution. Et je pense qu'il est dans peut-être d'une tentative d'apaisement. Mais au-delà de ça, il y a des gens aussi dans son camp qui, pour lui, mériteraient aujourd'hui cette confiance pour pouvoir donc aller de l'avant et aussi donc essayer de tendre vers son fast-track qu'il avait donc vendu. On s'attend à un autre slogan. Après accélérer la cadence, le fast-track, certainement il y aura autre chose. Alors ça, c'est des politiques cartésiques, ce que je dis. Sur le timing. Oui. Le timing, pourquoi maintenant? Pourquoi à un moment donné où les gens ont les yeux braqués sur l'immigration clandestine, à un moment où le monde musulman est secoué par les propos de Macron, à un moment où il y a tellement de dossiers brûlants qui sont là, que le président choisit ce timing-là pour remanier le gouvernement. Pourquoi? C'est l'opportunité. Lui, il est le juge de l'opportunité, peut-être. Mais on peut dire qu'en réalité, si le moment... pas de la diversion? Non, je ne pense pas. Parce que quand même, donc, un gouvernement, c'est quelque chose de sérieux. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une diversion là-dessus. Mais par contre, on pourrait parler de l'opportunité. Parce que le président de la République avait tout le temps pour faire ce remaniement-là. Et le président de la République... C'était devenu un secret de polichinelle. Les gens parlaient un peu partout. Mais il fut un moment où le président de la République a été en 14 ans. Il pouvait donc voilà, penser donc à faire son gouvernement. Et aujourd'hui, je vous dis que voilà, regardez comment le président souffre. Parce qu'il n'a pas de premier ministre, que c'est lui qui va consulter directement. Mais s'il y avait un premier ministre, c'était le premier ministre qui devait consulter. Donc voilà, le président était là. Après ces consultations, le premier ministre vient, il discute. Et puis voilà, le gouvernement, donc la liste est élue. Mais aujourd'hui, le président de la République est partout. Il doit tout faire et il ne peut pas tout faire. En même temps, il nous épargne tout ce folklore qu'il y avait autour des consultations pour former le nouveau gouvernement aussi. Vous pensez que donc ça n'existe pas?
au téléphone peut-être. Oui, voilà, certainement. On peut en parler, mais bon, je pense que là aussi, il peut y avoir un engorgement parce que le président de la République va passer plusieurs temps. Et c'est des négociations, comme disait l'autre. Vous savez, la création d'un ministère, parce qu'en réalité, parfois, on peut même solutionner une administration, des directions et autres. Et parfois, d'ailleurs, il peut y avoir des anomalies. Vous voyez, par exemple, quand on a créé le ministère des Mines, le ministère du Pétrole, etc., le ministère de la Géologie, oui. Bah, en réalité, on va se dire que forcément, il risque d'y avoir des conflits de compétences. Et donc, ces arbitrages-là sont nécessaires, mais au-delà de ça, parfois, il y a des personnes qui refusent certaines fonctions, c'est pas parce qu'ils pensent que c'est dévalorisant, mais vu leur carrure, et puis, il faut dire qu'en réalité, certaines personnes aujourd'hui qui sont avec le président de la République ont des appétits, ont des dents longues et pensent donc aux futures échéances. Et il ne faudrait pas. Et à quel type de gouvernement vous attendez-vous? Un gouvernement qui pourrait abréger la souffrance des Sénégalais. C'est très simple A-t-il vraiment le temps? A-t-il vraiment le temps pour abréger les souffrances? Moi, je ne suis pas politique. Puisqu'il est là depuis plusieurs années quand même. Oui. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que, je l'ai dit tantôt, un quinquennat ne fait pas 5 ans. Un septennat ne fait pas 7 ans. Si le président ne fait pas attention, il ne pourra plus rien réaliser parce que dans 1 an et demi, on sera en pré-campagne. Je vous le dis. Et donc, du coup, le président de la République, il est obligé d'aller beaucoup plus vite. Mais il faut aussi se dire qu'en réalité, nous aurons des échéances. Et les élections locales ou les élections législatives pourraient donc amener un chamboulement jusqu'à aussi donc provoquer aussi un autre remaniement. Parce que si des ministres, par exemple, demain, vont au local et perdent chez eux, mais ils risquent tout simplement d'être démis de leur fonction. Il pourrait même peut-être y avoir une petite tension, sachant qu'il y a certains qui sont dans son parti à qui, en tout cas, on prête des intentions de briguer, disons, un mandat présidentiel. Et s'ils quittent le navire, ça peut être... Mais ça pourrait aussi être un soulagement pour ces personnes et le président de la République. Ils seront beaucoup plus libres. Mais bien sûr, ils pourront se préparer parce qu'une élection présidentielle, c'est du sérieux. Si vous voulez quand même donc être parmi les favoris, il faut se préparer dès maintenant. Il y a certaines personnes peut-être que donc sorties du gouvernement, donc ils seraient beaucoup plus heureux même que l'opposition, puisque l'opposition est dans le bonheur. Des ministres qui partent dont la gestion laisse à désirer, mais après, quand il y aura de nouvelles têtes, est-ce que ces ministres-là, on a mis en place des mécanismes pour qu'on puisse savoir comment ils ont eu à gérer ces départements où il y a également, de ce point de vue, un vide? Il y a pas de vide, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'abord par rapport à ce qui s'est passé avec l'OFNAC récemment. Un ministre qui refuse, alors que je l'ai dit ici, je l'ai démontré, oui, que l'OFNAC peut appeler n'importe quelle personne, sauf le président de la République. Au-delà de ça, je dis bien qu'il n'existe plus de mécanisme de sanction politique. L'Assemblée nationale ne peut plus sanctionner un ministre. Oui. Donc seul le président peut sanctionner. Et la sanction présidentielle risque de tout simplement, n'est-ce pas, un remerciement d'un ministre ou bien, et la plupart du temps, figurez-vous, ces personnes-là qui ne seraient pas reconduites, ils risqueraient tout simplement en réalité d'être parachutés ailleurs, comme en qualité d'ambassadeur ou bien de directeur général. C'est le cas d'ailleurs. La plupart du temps, c'est la raison pour laquelle je dis que le président prend les mêmes, il reprend les mêmes. On aurait dit qu'en réalité, il est à bout de souffle. Merci beaucoup, professeur Ngouda Mboup, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Il est également constitutionnaliste. Merci à Cheikh Tidiane Diagne et à vous qui nous suivez de partout. Un peu plus tard, Der sera là et son équipe dans Jakaarlo bi. Nous, on se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.